Bonjour à tous. Les données, la data, vous l'appellerez comme vous voudrez. Pour nous-mêmes et pour les entreprises, c'est devenu un défi, tant par leur volume, leur augmentation importante. Et l'objectif de cette vidéo sur UltraGain, ça va être de faire un petit peu le tour de tout ce qu'on peut voir sur le traitement des données, sur la façon de gérer les données, sur les enjeux, les risques, les problématiques. Et on va essayer de regarder ce que l'open source apporte, permet, et les outils qui ont été développés pour pouvoir traiter les données, stocker les données. Jingle! Alors, la gestion des données. Euh, Notre objectif, effectivement, ça va être de naviguer dans le labyrinthe des données. Et c'est un véritable labyrinthe. Effectivement, on va voir qu'il y a énormément d'outils, il y a énormément de principes, de solutions, de technologies qui sont associées au traitement des données. On va essayer de regarder justement tous les principes, tous les défis, tous les enjeux et les promesses de l'open source pour traiter des données informatiques. Alors, le contexte actuel, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une vraie question, hein. C'est soit un or noir, soit un puits sans fond. Soit c'est effectivement ce qui rapporte le plus d'argent dans notre société, c'est peut-être bien les données, oui. Mais c'est aussi effectivement quelque chose qui est sans limite, sans fin et sans fond, et qu'on arrive à avoir de plus en plus de mal à gérer, à canaliser, à traiter, à sécuriser. Donc effectivement, on est dans une phase où il y a une explosion des données informatiques. Chaque jour, il y a des exaoctets de données qui sont générées. Et transformer ces données, valoriser ces données, les stocker, ça devient extrêmement problématique, à la fois d'un point de vue technologique, méthodologique, mais aussi environnemental, énergétique. Donc il y a énormément de défis qui vont être associés au traitement des données. La transformation numérique que ça implique, elle est énorme. Les entreprises sont devenues intégralement corrélées à la donnée informatique, quelle que soit leur orientation, la destination même de l'entreprise. La donnée est devenue vitale pour toute entreprise. Et avec cette importance est venue la complexité. Maintenant, les données sont de plus en plus structurées, raffinées. euh, la façon même d'exploiter ces données est devenue extrêmement compliquée et les enjeux de sécurité associés sont devenus extrêmement forts. Donc le fil d'Ariane de notre labyrinthe, on va essayer de parcourir ce labyrinthe des données, ça va être d'analyser les gros défis majeurs sur la gestion des données, du stockage jusqu'à la transformation, la médiation, l'adaptation, et d'identifier les risques, les enjeux réglementaires, sécuritaires, de confidentialité, de géopolitique. Et puis on va enfin, et plutôt effectivement à la fin, regarder les solutions open source qui vont nous permettre de pouvoir rapidement mettre en œuvre des solutions pour traiter correctement de la donnée en entreprise. Alors les défis majeurs de la gestion des données, c'est d'abord la dimension, l'aspect multidimensionnel, la complexité multidimensionnelle, à la fois en volume et en vélocité. La circulation et la génération de ces données est extrêmement rapide, le volume produit est extrêmement important, et donc on entend parler de traitement à grande vitesse, de big data, de temps réel. Donc effectivement, on a déjà une première dimension, c'est le volume et la vitesse, deux dimensions. La variété, il n'y a pas que du volume, il y a du... Donc là, on a fait du quantitatif, le qualitatif, on a extrêmement... on a un nombre important de types de données, depuis l'image, la vidéo, la donnée structurée, la donnée scientifique, la donnée financière, et on a énormément de types de données différents. Et intégrer et traiter ces données, structurées, semi-structurées, non structurées, ça va devenir effectivement des défis extrêmement importants. La qualité des données. Alors ça, dans les systèmes d'information, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Plus on fait fonctionner une application, plus le niveau de qualité des données dans cette application faiblit. Parce que potentiellement le code ne va pas être en mesure de bien traiter systématiquement tous les cas possibles d'intégration, de modification, de traitement de l'information. Mais aussi parce que quelque part, il y a une expression qu'on retrouve souvent, garbage in, garbage out, quand on ne filtre pas bien ce qu'on laisse rentrer sur un système d'information, bah potentiellement on vient détériorer la qualité globale des données du système d'information. Donc assurer l'exactitude, la cohérence
l'exhaustivité des données sont des enjeux qui sont extrêmement compliqués, mais qui sont indispensables. Les silos de données. Alors effectivement, une autre dimension, une complexité multidimensionnelle, c'est le fait de structurer des données et de les séparer les unes par rapport aux autres et avoir beaucoup de mal à essayer de les corréler, de les traiter les unes avec les autres. Et souvent, effectivement, chaque département va avoir de la duplication d'informations, on va avoir du mal à recroiser ces canaux d'information, ces silos d'information, et on va avoir du mal à récupérer une vue unifiée de l'ensemble de ce que peut être la donnée d'une entreprise. Et plus l'entreprise est grosse, plus l'ensilement est important, et plus la difficulté de corrélation est forte. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de gouvernance des données, que dans une entreprise, il faut une politique, des rôles et des responsabilités autour des données. Et ces rôles sont extrêmement importants sur les aspects réglementaires, mais aussi sur les aspects de la sécurité des données. Mais au-delà de ça, aussi sur la qualité et la corrélation des données. Donc, la sécurité des données, effectivement, c'est un enjeu extrêmement important. Une entreprise peut perdre des marchés, peut perdre des sommes absolument faramineuses, rien que parce qu'elle laisse fuiter des données. Et en plus de ça, on parle souvent de données à caractère personnel. Et la fuite de données à caractère personnel, au-delà de mettre en péril l'entreprise, elle peut mettre en péril les individus, mais jusqu'à leur intégrité physique et jusqu'à des risques qui peuvent atteindre même à leur vie, clairement. Donc la perte, l'altération, les cyberattaques, ça va être effectivement maintenant la monnaie courante, et c'est un risque qu'on va rencontrer systématiquement quand on va parler de données. Maintenant, il faut aussi être capable d'absorber, d'assumer cette complexité multidimensionnelle en termes de performance et de scalabilité, c'est-à-dire savoir construire des architectures qui vont être suffisamment résilientes, solides, pour absorber des flux de données qui vont s'accélérer, qui vont devenir de plus en plus importants. Tout ça ne se fait pas sans argent, et plus on a de données à traiter, plus il va y avoir un coût pour traiter ces données. Mais effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est que cette donnée, elle a une valeur, et que du coup, la valeur de ces données justifie le coût et les infrastructures et les moyens technologiques qu'on va mettre en place pour traiter de cette donnée. Alors, le premier gros sous-ensemble qu'on va regarder, c'est stocker la donnée. Le premier défi, c'est de se dire, on reçoit de la donnée, il va falloir la stocker. Et on va essayer de le regarder sur le principe d'une timeline. Et on va regarder depuis les rudiments du stockage de données avec des fichiers, avec les systèmes de fichiers, jusqu'aux grosses bases avec de l'intelligence artificielle ou le big data. On a commencé les premiers stockages de données sur quelque chose de carrément concret, de matériel. On a commencé avec des cartes perforées. Alors on s'en servait au début plutôt pour stocker un programme informatique, mais ce programme informatique venait avec ses propres données. Effectivement, la carte perforée, c'est dès les années 1940 et même avant, avec Hermann Ollrich. Ensuite, on a eu les bandes magnétiques. Alors cette bande magnétique, elle a été utilisée pour mettre de la musique, elle a été utilisée pour mettre des enregistrements, mais elle a aussi été utilisée en informatique pour stocker sur les premiers gros mainframes. On utilisait effectivement ce stockage physique séquentiel avec des accès très très lents, des capacités extrêmement limitées parce que le support magnétique ne permettait pas d'avoir le gros stockage. Donc rapidement, on a vu arriver aussi la notion de stockage interne des ordinateurs avec des systèmes qui permettaient d'avoir un accès à la donnée beaucoup plus rapide et en permanence. Et il était nécessaire qu'on puisse persister de la donnée à l'intérieur du système informatique en fonctionnement. Et on a vu l'arrivée des disques durs et l'arrivée des premiers systèmes de fichiers, c'est-à-dire structurer l'information dans un système en fonctionnement. Et donc effectivement, 1965, sur les systèmes 360, les premiers systèmes de fichiers, 1969 avec Unix et son système de fichiers. Et puis après, on a vu l'introduction des systèmes de fichiers orientés base de données, les organisations hiérarchiques, les systèmes séquentiels indexés, ISAM, qu'on retrouve dans les bases de données par exemple, l'accès direct aux données. Et puis on a vu des formats émergents, les systèmes de texte, les fichiers texte délimités, les fichiers binaires structurés. On a commencé à avoir de l'hétérogénéité sur les formats de fichiers, et elle n'a fait qu'exploser cette hétérogénéité en fonction des besoins et des usages. 1980, c'est la révolution du relationnel. On a vu qu'on avait mis en place les systèmes de fichiers qui permettaient de pouvoir structurer ces données. On voit arriver de façon très très concrète, cette fois-ci, la base de données relationnelle pour le coup, avec en 1970 le modèle relationnel construit par Edgar Code, et puis en 1982 IBM SQLDS, donc les premiers langages de requêtage, Simple Query Language,
Et puis SQL en 86 devient un standard de la NSC, de l'ANSI. Et en 1995, on a l'arrivée de bases que vous connaissez sûrement si vous développez, MySQL, qui a été forqué en MariaDB, PostgreSQL. Donc là, j'ai cité des choses, des bases open source, enfin, ou qui ont commencé en open source. Et puis on voit cette notion qui commence on structure, on théorise la gestion de l'information avec la notion d'acide, atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Sur d'autres vidéos, j'avais parlé du théorème de CAP aussi, qui viendra plus tard quand on va commencer à parler de NoSQL et de SQL aussi, mais disons d'hétérogénéité des formats de base en intégrant le not only SQL. Et puis, voilà, première requête SQL, standardisée, l'intégrité des référentiels devient quelque chose d'important. L'aspect transactionnel va venir un peu plus tard. Et puis, dans les années 2000, on a l'émergence de ce qu'on appelle le big data. Là, maintenant, on veut traiter énormément des gros volumes de données. Google commence avec Google File System, 2004 avec MapReduce, et puis on a des initiatives open source avec Apache, pardon. Apache Hadoop, et puis Amazon DynamoDB pour des bases NoSQL par exemple. Et effectivement, donc on en arrive aux technologies du NoSQL, Not Only SQL, et non pas SQL, mais Not Only SQL. Et puis on a ces fameux, les 4 V du Big Data. Volume, vélocité, variété, véracité. Donc volume, là on parle de téraoctets, de pétaoctets. Vélocité, on va aller jusqu'au temps réel, le traitement temps réel, la variété des données, donc structurées, non structurées, avec du modèle, sans modèle, mais là c'est plutôt structuré, non structuré, et la véracité, est-ce que nos données sont fiables, est-ce qu'elles ont une bonne qualité globale sur l'ensemble de ce qu'on fournit comme système de stockage. 2010, là on commence à voir l'explosion des données dans le cloud, et puis on voit les technologies qui vont de plus en plus, et les systèmes de stockage qui vont se distribuer, pour pouvoir effectivement répondre aux patterns du cloud. 2011, Apache Spark, 2012, Apache Kafka, donc tout ce qui est stream, 2013, Docker, j'en ai déjà longuement parlé, et puis Kubernetes, évidemment, juste dans la foulée. Alors l'écosystème Big Data devient mature, et on va parler de notion de Data Lake, Hadoop, AWS S3, la notion de streaming temps réel, l'analytique avancée, et le cloud computing va vraiment se généraliser à partir des années 2000. Et enfin, après les années 2020, là on rentre dans l'ère de l'IA et des bases intelligentes. Et là on y est, là, c'est exactement l'ère dans laquelle on est actuellement. Donc là on a les bases de données IA natives, les vector databases, les graph neuronal networks, les machine learning optimized databases. Et puis on voit que tout ce qui se produit actuellement pour faire du stockage de données sous forme de base de données va intégrer de plus en plus du machine learning et de l'intelligence artificielle. AutoML intégré aux bases de données, requêtes en langage naturel. Donc ça, c'est vraiment l'étape où on va arriver. Et puis même, on va essayer de voir aussi des bases qui sont interrogeables avec, par exemple, MCP, qui va permettre à de l'IA d'interagir avec la base de données et de potentiellement de requêter au travers de la base de données en interrogeant via une IA. Et puis la notion d'apprentissage continu. Alors, je reviens depuis le début, et cette fois-ci, on va essayer de regarder sur la même timeline et sur les mêmes grandes étapes, les dimensions dont on parle. Donc, si on parle de l'époque post-carte perforée, à partir de la bande magnétique, on parle de kilo-octets au début, ou de mégaoctets de données. Les temps d'accès sont extrêmement longs, on est plutôt du domaine de la minute, et la complexité, c'est naissante, on stocke la donnée telle qu'on l'écrit dans le programme, et il n'y a pas vraiment de notion de structuration de données. 1960, et entre 1960 et 1980, on va aller tranquillement du mégaoctet jusqu'au gigaoctet, alors plutôt un peu plus tard le gigaoctet, mais au moins pour les gros systèmes informatiques industriels. Les temps d'accès s'approchent de la seconde, et puis la complexité grossit au fur et à mesure. Si maintenant on part vers les années 2000, là on va du gigaoctet au téraoctet de données, on descend à des temps d'accès à la milliseconde, voire même effectivement encore mieux un peu plus tard,
Le SQL arrive, on commence à avoir des bases de données extrêmement structurées. Et puis enfin, on va tranquillement vers le téraoctet, le pétaoctet, avec de la microseconde de temps d'accès, du traitement analytique des données. Et enfin, l'ère dans laquelle on est maintenant, on est au téraoctet, voire au pétaoctet encore, mais cette fois-ci avec potentiellement des systèmes qui vont atteindre l'hexaoctet. On est pratiquement sur du temps réel et on a l'intégration des données au plus raffiné possible avec la capacité de les traiter par l'intelligence artificielle et le machine learning. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, tous les 10 ans, on a multiplié par 1000 la taille de stockage des systèmes sur lesquels on opérait. Alors, on a fait le stockage, maintenant on va regarder l'échange des données. Comment échanger des données, et on va le regarder plutôt dans ce qu'on retrouve dans les systèmes informatiques, dans l'IT. Alors, dès le début, on a deux paradigmes. Soit on traite de la donnée en synchrone, deux systèmes informatiques échangent des données de façon synchrone, ou asynchrone. C'est-à-dire, est-ce que je fais une requête et j'attends la réponse, ou j'envoie quelque chose et j'attends l'acquittement, ou est-ce que j'envoie quelque chose et finalement je ne m'intéresse pas de l'acquittement. C'est donc la différence entre synchrone et asynchrone. L'échange synchrone, donc l'expéditeur attend une réponse immédiate du destinataire. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce genre de choses? On a HTTP, les API restent. J'envoie une requête à l'ordinateur, je veux qu'il me réponde tout de suite. Et c'est l'objectif, il va falloir qu'il me réponde dans les plus brefs délais. L'avantage, c'est que la réponse, elle est immédiate. La simplicité, il n'y a pas de complexité dans la structure de traitement, puisqu'il n'y a pas de gestion de l'asynchronisme. C'est toujours un peu compliqué. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce sont des appels bloquants. Si le système en face ne répond pas, eh ben on peut arriver. Et si on a un enchaînement de systèmes informatiques qui sont couplés de façon synchrone, on va avoir effectivement un blocage complet de la chaîne de dépendance de ces systèmes qui sont liés, couplés, alors plus ou moins fortement, mais on va voir effectivement qu'il va falloir rechercher des moyens pour pouvoir gérer de ce couplage. Donc c'est sensible à la latence, parce qu'effectivement, plus la réponse va mettre de temps, plus on multiplie ces requêtes simultanément, plus potentiellement l'impact sur le système requêtant va être important, mais aussi sur le système requêté. C'est moins résilient aux pannes, évidemment. Et puis de l'autre côté, on a les systèmes d'échange asynchrone. Donc l'expéditeur envoie un message qui n'est pas bloquant, son exécution en attendant, pas de réponse, le destinataire traitera le message à son rythme. Donc là, historiquement, on a l'email. Sur Internet, c'est un protocole qui est arrivé très très vite, enfin des protocoles pour pouvoir répondre aux enjeux d'email, mais on s'en est servi pour tout ce qui était messaging et middleware orienté message. Donc tout ce qui va être MOM, message queue, file d'attente et ainsi de suite, ce sont des moyens de traitement asynchrone de l'information. L'avantage, c'est qu'on découple les systèmes, ils ne sont pas dépendants directement de l'un de l'autre dans une transaction. Ils sont plus résilients, alors ça dépend comment on construit. Ils sont plus scalables, parce que potentiellement, on va pouvoir effectivement, sur un même système de gestion des queues, mettre plusieurs consommateurs pour traiter de la queue et de faire des traitements. Donc on va pouvoir faire du parallélisme par l'asynchronisme. Et puis on va effectivement pouvoir mieux tolérer les pics de charge, parce que cette réception asynchrone, c'est un tampon. C'est un buffer qui va se remplir et qui va permettre d'accepter le fait que le système amont envoie énormément de demandes et que potentiellement ça va pas être constant dans le temps, donc il va potentiellement envoyer beaucoup de messages, puis ne plus en envoyer, puis en envoyer beaucoup, et par contre, le système consommateur, lui, va pouvoir les traiter de façon lissée, ou les systèmes parallélisés vont pouvoir les traiter de façon lissée. Donc effectivement, on peut améliorer la gestion des pics de charge. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus complexe, il va falloir des éléments de synchronisation, il va falloir de la gestion d'état, du stateful, il va falloir de la garantie de livraison, des systèmes d'acquittement, et puis potentiellement on a aussi des problématiques de latence par l'accumulation complète d'un buffer. Alors, on va faire un petit focus sur la notion de médiation des données. Qu'est-ce qu'on entend par médiation des données ? Dans les systèmes informatiques, l'hétérogénéité des données, elle est constante. Donc les systèmes parlent dans différents pivots, différentes langues, différents formalismes ou formats de données. Et donc ce qu'on appelle la médiation, c'est le fait d'adapter une donnée d'un système A à un système B. Donc on utilise effectivement des médiateurs qui vont permettre d'adapter la donnée pour que deux systèmes se comprennent. Donc la médiation, c'est un concept
assez large, hein, qui englobe tous les mécanismes qui permettent de surmonter l'hétérogénéité des données d'un système. Donc la notion même de médiation, c'est pas quelque chose de très strict, c'est tout ce qui va être nécessaire, tous les moyens techniques qui vont être nécessaires pour adapter les données du format B du format A au format B, d'accord? Alors, elle peut inclure de la transformation. Alors, effectivement, à la grande période du XML, on avait déjà aussi de la transformation, mais il va falloir effectivement se dire, finalement, comme on a fait ces transitions plutôt de XML vers JSON, on y reviendra sûrement après, il faut faire transformer de la donnée structurée XML en donnée structurée JSON, de la donnée tabulaire CSV en format structuré XML, de la normalisation sémantique. On peut faire de l'adaptation, c'est-à-dire là on n'est plus sur du formalisme technique de la donnée, mais sur le contenu réel d'un point de vue humain de cette donnée, donc faire du mapping. On va mapper telle ou telle valeur de telle clé vers telle ou telle valeur, vers telle ou telle autre clé dans un pivot de données différent. On va faire de l'adaptation protocolaire, donc convertir par exemple des échanges avec des techno XML, de web service XML vers SOAP, de SOAP vers REST, de passer d'un système asynchrone vers un appel synchrone en faisant du JMS Java Messaging Service vers de l'HTTP. Et puis potentiellement aussi, on va enrichir de la donnée. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on la fait passer de système en système, on vient agréger, on vient structurer de la donnée supplémentaire pour venir enrichir le format initial. Tout ça, c'est de la médiation de données. Donc, maintenant, on va recommencer un peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure sur le stockage en parlant d'échanges de données. Donc, les échanges de données en 1970, on connecte deux systèmes informatiques et ces deux systèmes informatiques, on essaye de les échanger, de les faire échanger et à chaque fois, il y a deux systèmes, un protocole spécifique et on utilise. Par contre, effectivement, avec la naissance des réseaux, on va commencer à utiliser TCP, mais au début, on connectait avec un câble, une liaison série, une liaison parallèle, et ainsi de suite, et on échangeait dans un formalisme très spécifique. Ces deux systèmes informatiques échangeaient dans un formalisme spécifique avec un média spécifique. Avec Internet, on le dit, il y a l'arrivée de TCP, on va voir arriver un certain nombre de protocoles presque préhistoriques d'Internet, FTP en fait partie, Telnet par exemple, qui vont permettre des échanges connectés ou non connectés, pour récupérer de la donnée en flux ou de la donnée sous forme de fichier. Donc Telnet, donc là c'est plutôt de la donnée, souvent c'est plutôt des commandes et c'était plutôt de l'appel de commandes qu'on faisait au travers de Telnet, mais on peut faire circuler n'importe quelle info en fait. Et puis FTP là c'était la volonté de faire circuler des fichiers, d'échanger des fichiers au sein du réseau. Donc l'informatique c'est d'abord des échanges qui sont très simples, souvent entre des machines spécifiques pour des transferts de données spécifiques. On va servir du fichier pour faire ce genre de choses. Et puis, en termes d'interopérabilité, c'est extrêmement limité. En termes de sécurité, c'était extrêmement limité parce que c'était la donnée claire qui circulait d'un point A à un point B par un média. Il suffisait de surveiller ce qui circulait sur le fil et on savait exactement ce qui circulait. La gestion d'erreurs, elle s'est améliorée avec le temps, mais elle était, disons qu'il n'y avait que les couches les plus basses, les plus bas, de plus bas niveau réseau qui faisaient le traitement de l'erreur, mais il n'y avait pas de gestion applicative à proprement parler. Là, on voit l'arrivée en 1980 des premiers protocoles. Donc effectivement, avec la prolifération des systèmes informatiques dans les entreprises, la volonté d'avoir des ERP, des CRM, des SCM, tout ce qui va être les composantes applicatives d'une entreprise, le besoin de faire communiquer des systèmes entre eux va devenir extrêmement, extrêmement élevé. On va commencer à parler d'Enterprise Application Integration, EAI. Et donc c'était connexion point à point, des connexions directes entre chaque paire d'applications au sein d'un énorme système qui faisait des connexions point à point de tous ces systèmes avec l'EAI. C'était un gros plat de spaghettis. C'était à la fin quasiment ingérable parce qu'il centralisait tous les flux d'applications et il traitait tous les cas de médiation d'informations de chacune des applications. Et donc on était sur un principe, ce qu'on appelle hub and spoke. Donc un hub centralise toutes les connexions, mais par contre effectivement il devient un single point of failure de façon quasi évidente parce que quand il tombe, tous les flux interapplicatifs de l'entreprise tombent avec lui. Et par contre, on avait déjà commencé à structurer les choses de façon assez complexe. La notion d'Enterprise Integration Pattern, donc les adaptateurs, les transformations de données, les routings, l'orchestration, on avait déjà des patterns applicatifs qui étaient implémentés au sein des EAI.
Alors, l'ère de l'intégration d'applications d'entreprise, donc effectivement, hein, l'évolution des EAI pour aller vers ce qu'on a appelé les Enterprise Service Bus. Donc on se retrouve effectivement avec de la normalisation qui est venue, hein, autour de ça, de la normalisation par les protocoles XML, RPC, SOAP, puis plus tard d'autres protocoles plus légers. Mais à l'époque, effectivement, on était dans l'hégémonie du XML pour faire tout, pratiquement tout. Et effectivement, l'ESB, c'est l'incarnation de cette structure d'échange interapplicatif d'entreprise, de bus d'échange interapplicatif d'entreprise, qui était basée encore une fois aussi sur l'implémentation de IP, voire même des choses encore plus complexes à base process, de workflow, et ainsi de suite, hein, pour traiter encore plus que du routing et de l'orchestration. Donc effectivement, on allait encore au-delà de l'orchestration. On le fait toujours, hein, dans les entreprises, ces systèmes sont encore présents sur beaucoup de parties du système d'information d'entreprise assez complexe. Là, on a vu effectivement, hein, les enjeux de transformation XML to JSON, parce qu'effectivement, ces systèmes ont évolué avec le temps pour sortir de ces protocoles XML, pour retourner sur des principes qui vont être beaucoup plus basés sur les protocoles, l'approche RESTful, hein, j'y reviendrai probablement un peu plus tard. Et puis, on avait par contre énormément aussi de médiation de formats propriétaires. Des médiations de protocoles, alors là effectivement des connecteurs HTTP, JMS, FTP, mail et ainsi de suite. Les ESB venaient avec une grosse batterie de connecteurs, une grosse batterie de transformateurs et de médiateurs, et puis des connecteurs vers des systèmes d'orchestration, des systèmes BPMN, des systèmes Beeple. On en trouve encore, et effectivement il y a encore un marché pour ce genre de choses avec des projets open source, par exemple comme Cogito, le fork de Camunda, pour faire justement du business process management. Les enjeux de monitoring et de supervision de ces systèmes sont extrêmement compliqués. Et on retrouve par contre effectivement ce genre de choses sur des choses un peu plus modernes, les API Gateway, les façades de service, où effectivement on va avoir le même enjeu de se dire, puisqu'on a un point de centralisation, un point d'exposition d'enregistrement, de thésaurisation des différents échanges et des contrats d'interface de l'entreprise, on va y faire le monitoring et la surveillance de ce qui y circule. Alors, on va aussi regarder ce qui est du domaine de la transformation vers les streams. Alors, effectivement, hein, je vous l'ai dit, les années 2000, c'est The XML Way. C'est XML pour faire tout et n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, peut-être pas, parce que ça reste quand même des édifices de structuration de données qui étaient vraiment bien construits, mais il y en avait pour tout. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur la gestion des noms de domaine. Il y avait des protocoles pour faire les échanges entre registrars, registries, avec EPP, par exemple, Extended Provisioning Protocol, qui permet toujours, hein, puisque c'est toujours comme ça que fonctionne le système d'enregistrement des noms de domaine, qui permet de faire ce provisioning. Par contre, effectivement, maintenant, le XML partout, c'est terminé. On voit qu'effectivement, on est plutôt sur une sortie d'XML. Avec XML, par contre, est arrivé des choses extrêmement intéressantes. WSDL, Web Service Description Language, qui permet effectivement de faire de la documentation à usage technique d'un contrat d'interface, la matérialisation technique d'un contrat d'interface, qui va permettre de faire potentiellement de la génération de code, du stub skeleton, de se dire, tiens, je récupère ce contrat d'interface de web service et je suis capable de générer automatiquement le client qui correspond. On va retrouver ça plus tard avec le reste, avec Swag par exemple, Swagger, qui sont en fait des approches assez similaires. UDDI, donc Universal Description, Discovery and Integration, qui en gros permettait de faire un annuaire de services dans les entreprises. Ce genre de choses, effectivement, c'est ce qui va nous emmener progressivement vers le microservice, le service mesh, mais cette fois-ci avec des web services qui sont plus légers, avec des protocoles et des approches qui sont plus légères, et avec justement le RESTful, le REST, et puis des langages de sérialisation de l'information qui sont moins complexes que ce que pouvait proposer XML. Donc, par contre, effectivement, quand on parle d'XML, et typiquement avec SOAP, on est principalement sur du synchrone. Mais SOAP peut fonctionner sur de l'asynchrone. Et avec SOAP vient ce qu'on appelle la WSTAR, la collection WS étoile, de l'ensemble de tout ce qui est sécurité, reliabilité, with security, with reliability, tout l'écosystème. Et alors là, il y a une fondation qui a été pendant très longtemps
la reine de la production de tout l'écosystème XML, c'est l'Apache Foundation. Elle a commencé effectivement à être extrêmement présente en partant de l'initiative d'un serveur HTTP, c'est-à-dire du transport de l'information, jusqu'à à l'adaptation et la structuration de l'information. Et on va voir un peu plus tard qu'elle a été encore beaucoup plus loin que ça. Alors l'approche simplifiée, voilà, donc le REST, hein, le Representational State Transfer, c'est une approche où on revient au plus près du protocole, où l'identification de la ressource et se base sur les URI, hein, les uniformes ressources identifiers et locators. En gros, on vient beaucoup plus se remettre au niveau du protocole et on considère que les opérations redeviennent des verbes du protocole HTTP. Get, post, put, delete. Et donc, il y a une notion de sans état. C'est pour ça qu'on parle de REST. Parce qu'effectivement, entre chaque requête du client vers le serveur ne stocke pas l'état, et c'est effectivement la logique de consommation, la composition de service qui va être fait, qui va avoir la responsabilité de faire la structuration de l'état. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va matérialiser la business logique en amont de l'appel du service. Alors la nature des échanges, là pour le coup, on est principalement synchrone aussi. Et puis effectivement, hein, pourquoi REST? Parce que plus simple, plus léger, plus scalable. Et puis effectivement, avec ces trois atouts est arrivé un autre atout indirect, c'est l'adoption massive. Ça s'est démocratisé de façon quasi complète. Alors le défi, il y a moins de standards formalisés pour la sécurité, les transactions, ce que je vous ai identifié tout à l'heure, la fameuse WizStar, là, la stack qui était associée à SOAP. Des descriptions de services plus légères. Alors effectivement, Swagger, OpenAPI, alors à combler ce manque, pas tout à fait. Mais en disant qu'il y a eu une volonté de reproduire un peu ces mêmes principes. Et par exemple, si on va sur d'autres choses qui sont associées avec ces principes, WSDL et potentiellement, il y avait XML schéma d'un côté, hein, qui permettait de faire un vrai contrôle de la structure et du pivot de données qu'on manipulait, et donc de valider de façon très fine les données qu'on récupérait. On a JSON Schema, des choses comme ça, qui sont beaucoup moins performantes que ce que pouvait proposer XML Schema. Les fameux fichiers XSD, pour ceux qui ont connu. Alors, on continue encore avec les échanges asynchrones cette fois-ci. Et là, on va regarder, effectivement, à l'origine, on va plus voir le manage field transfer, et les field transfer, on l'a vu, hein, on commence par le transfert par fichier. Hein. Donc, effectivement, l'approche, c'est des solutions et des protocoles qui vont permettre de faire circuler l'information sous format fichier. Donc, on peut y associer de l'automatisation, de la planification, du déclenchement d'événements. On peut faire du contrôle de sécurité en s'appuyant sur tout l'écosystème logiciel qui est déjà existant pour faire de la vérification, du chiffrement, de la vérification d'intégrité, du checksum. Il existe énormément d'outils qui permettent de traiter de la sécurité sur les fichiers. Donc en fait, dans le MFT, on a juste utilisé ces outils qui existaient. L'audit et la traçabilité, ça c'est le côté du manage field transfer. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est de tenir des journaux de transfert de fichiers qui vont permettre à la fois de monitorer que ça s'est bien passé et puis de traiter justement la reprise sur erreur. L'avantage, c'est qu'on sait transférer des énormes fichiers. Donc, on peut, avec ces protocoles et avec tous les principes du managed field transfer, traiter des gros volumes de données. Et puis, en plus, ces fichiers, ce sont des ensembles qui peuvent être considérés comme refermés sur eux-mêmes. S'ils sont chiffrés, ils sont donc un objet manipulable de façon autonome et sécurisé en lui-même. Donc, pour tout ce qui est réglementation, IPA, RGPD, ce sont des éléments qui vont avoir une forte garantie de confidentialité. Mais on a d'autres façons de traiter de la confidentialité qui n'impliquent pas forcément le fichier. Et on en arrive au middleware orienté message. Et là, on voit effectivement, ça commence avec du XML, avec XMPP, ensuite on en avait déjà sur les systèmes informatiques en eux-mêmes, dans les architectures logicielles avec JMS, et puis on voit arriver AMQP, STOMP, MQTT, pour enfin aller vers le stream. Donc là, l'objectif, hein, c'est de retravailler avec des files d'attente, de traiter de l'asynchronisme, hein, donc files d'attente, et on va formaliser les choses avec des patterns, reprendre un peu les principes des EIP, avec des patterns de transfert d'informations,
sous forme de sujets, de topics, faire du publish-subscribe, faire des motifs qu'on retrouvait, qu'on connaissait déjà dans les EIP avec les EAI, mais dans l'approche middleware orienté message. Donc qu'est-ce qu'on cherche comme avantage? Le découplage temporel et spatial, l'asynchronisme, pour faire simple, la fiabilité, donc là on a des systèmes d'acquittement, on a de la tolérance à la panne, on a de la scalabilité, on a de la résilience. Qu'est-ce qu'on a comme grand nom là-dedans? On va retrouver IBM MQ dans les premiers, et puis après on va avoir Apache ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka maintenant. Donc effectivement, là on voit effectivement déjà deux projets de l'Apache Foundation. Donc je vous l'ai dit, l'Apache Foundation, quand on parle de données, on va la retrouver partout. Donc il y a un lien fort avec les ESB. Souvent, la dorsale interne d'un ESB, c'est un système de message. Donc effectivement, le middleware orienté message, c'est souvent le cœur d'une solution ESB, d'un Enterprise Service Bus. On continue. Donc maintenant, on va regarder les enjeux clés des échanges de données. Qu'est-ce qu'on va retrouver vraiment comme gros enjeux importants? L'interopérabilité. On veut faire communiquer des systèmes hétérogènes avec des langages, des plateformes, des formats, tous différents, au sein d'un système d'information, au sein même et au-delà de ce système d'information, si on va à la dimension complète d'Internet, maintenant avec la démocratisation du cloud. Et puis, la solution, c'est des standards, SOAP, puis REST. C'est des principes avec ce qu'on a vu, la médiation, avec des adaptateurs, avec des structures évoluées qui potentiellement ont un petit peu disparu, les ESB par exemple, les Enterprise Service Bus. On a l'enjeu de performance et de latence. Donc là, répondre aux exigences de temps réel pour les interactions entre les applications et aussi avec des utilisateurs vis-à-vis de ces applications. Donc c'est des travail constant d'optimisation des protocoles, de la construction d'architecture asynchrone, de capacité de streaming de l'information. Ensuite, on va avoir la fiabilité et la résilience. Là, l'objectif, c'est d'assurer la livraison des messages, donc la garantie de livraison, la disponibilité du système, même en cas de panne, ou en cas de détérioration globale de l'architecture, plus ou moins globale. Alors, pour tester ce genre de choses, on a des principes qui s'appellent, par exemple, le chaos computing, où plus ça va, plus on détériore le système, pour voir à partir de quand il est plus capable de fonctionner correctement. Les solutions qu'on a pour gérer de la fiabilité et de la résilience, c'est les MOM, avec la notion de file d'attente, qui vont permettre de temporiser, de servir de buffer, de tampon quand un système est par exemple trop chargé ou pas disponible, le temps qu'il revienne. Donc par exemple avec des systèmes cloud dans lesquels on a l'orchestration, où des containers vont potentiellement revenir parce que l'orchestrateur se rend compte d'une défaillance, va relancer des containers. Si on a bien respecté les 12 factors, que le système redémarre suffisamment vite, c'est l'enjeu de disposabilité des containers dans les fameux 12 factors, on va avoir un système qui va être fiable et résilient. Ça n'empêche pas qu'il faut bien le coder. Donc il faut effectivement aussi, par contre, dans les solutions MOM, des mécanismes de retransmission. Si malgré tout ça se passe pas bien, il faut que le système de middleware orienté message gère la retransmission, et puis il va falloir effectivement aller vers c'est ce que je disais, ces clusters d'exécution avec des architectures distribuées pour pouvoir gérer la panne potentielle de tout ou partie d'un système. Les enjeux de sécurité. Alors là, effectivement, au début, on n'avait pratiquement aucune sécurité. Plus on a fait circuler de l'information, plus cette information a eu de la valeur, et plus ça va, plus cette information a de la valeur. Plus il est nécessaire de ne pas faire circuler l'information de façon non chiffrée. Le but, les enjeux de la sécurité sont multiples, c'est-à-dire sécuriser les parties prenantes et les principes de non-répudiation, garantir que c'est bien A qui communique avec B et que il n'y a pas quelqu'un qui a pu se faire passer pour A pour communiquer avec B, mais aussi de s'assurer qu'entre A et B, il n'y a personne qui va se mettre en coupure, de faire ce qu'on appelle un man in the middle pour aller lire les données entre A et B. Donc on va avoir le chiffrement, l'authentification, l'autorisation et la gestion des identités, et puis derrière ça, la non-répudiation. La scalabilité. Donc là, c'est pareil, les éléments de réponse pour la scalabilité, c'est les architectures distribuées, le middleware orienté message, le cloud computing, la notion de microservices et distribution des microservices et d'orchestration de containers exécutant ces microservices.
Et puis après, on a des enjeux qui sont plus politiques, on va dire, et enfin plus méthodologico-politiques, la gouvernance, la conformité, donc tracer les échanges, la journalisation, l'audit, le respect des réglementations. Et là, on va avoir effectivement des outils de monitoring, de logging, les systèmes de transfert de fichiers managés, qui vont donc effectivement avoir cette notion de journalisation. Et puis des politiques de sécurité. Dans l'entreprise, on doit construire ces politiques de sécurité. Alors on s'inspire, hein, évidemment, on ne les construit pas de rien du tout. Et enfin, le dernier enjeu, qui est probablement le plus compliqué, c'est celui de la complexité. Gérer la diversité technologique, les architectures, les dépendances logicielles, les dépendances technologiques. Les outils d'intégration vont être des éléments de réponse. Les API Gateway, par exemple, j'en parlais, hein, l'évolution un petit peu de ces façades de services. Et puis tout ce qui va être architecture modulaire. Alors, intégrer et valoriser des données. Là, on a vu stocker, transporter, enfin gérer le transfert de l'information. Là, on va parler d'intégration et de valorisation des données. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Historiquement, on a rapidement entendu parler d'ETL, Extract, Transform, and Load. Donc cet ETL, c'est l'époque des data warehouse, avant de parler de data lake, c'est effectivement un processus en 13 étapes qui, pour intégrer de la donnée, donc extraire de la donnée, de la récupérer depuis une source quelconque, une base de données, un fichier, une API, de la transformer. Alors souvent on parle de nettoyage de l'information, de validation de l'information, d'enrichissement, d'agrégation, de déduplication, et ainsi de suite, de s'assurer qu'il n'y a pas de doublon de données, de conversion des données pour les rendre cohérentes avec un modèle cible, et puis enfin la notion de chargement. C'est insérer les données transformées, une fois qu'on a fait tout ce travail de transformation, dans un système cible pour les mettre potentiellement à l'époque dans un data warehouse, et puis maintenant dans ce qu'on appelle des data lakes. La nature des échanges. Donc typiquement, ce sont des échanges asynchrones. Le traitement ETL, c'est un traitement temporellement coûteux, donc effectivement, en termes de ressources, coûteux en termes de ressources informatiques. Donc effectivement, c'est souvent intégré, soit sous forme asynchrone, soit en mode de batch, du traitement par lot, mais les outils modernes permettent de faire de l'ETL quasiment en temps réel. Donc les ELT, les CDC, Change Data Capture et ainsi de suite, tout ça c'est l'évolution des ETL pour faire du traitement de transformation de l'information dans un flux quasiment temps réel. Donc là on est sur des outils qui sont très proches du big data pour le coup. Alors les enjeux, effectivement, c'est des systèmes qu'on retrouve pour traiter de la qualité des données, de la transformation et de la performance de la transformation des données, de la gestion des erreurs dans le traitement global des erreurs, et puis la traçabilité des données. Alors l'ère du big data et des flux massifs. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les streaming data platforms, les data lakes, les microservices API, les microservices et les API gateway, pardon, et puis le cloud computing. Donc tout ça, alors c'est les 3 V, c'est les 4 V, hein, vélocité, variété, volume, et véracité, le dernier, hein, c'est parce que j'aime bien finalement, je préfère 4 V, alors là j'avais remis 3 V parce que je l'avais récupéré sur une source qui réidentifiait ça sur les fameux 3 V, maintenant on a intégré la véracité. Regardons ça plus en détail. Donc, streaming data platform, l'objectif, et les outils qu'on va retrouver là-dedans, Kafka, Apache Flink, Spark Streaming, c'est conçu pour intégrer, traiter, analyser des données massives en temps réel, hein, c'est les systèmes que j'évoquais il y a quelques minutes, la nature fortement asynchrone et souvent sur déclenchement événementiel, les enjeux, réduire la latence au maximum, aller le plus possible vers des patterns d'autres disponibilités et garantir de la livraison à grande échelle, à très grande échelle. L'objectif, c'est d'intégrer nos fameux data lakes. Donc là, ces data lakes, c'est des stockages centralisés de données brutes, structurées et non structurées, c'est-à-dire finalement n'importe quel type de données de l'entreprise qui viennent d'étapes d'extraction-transformation. La nature des échanges, c'est de l'ingestion. Là, on est sur la volonté d'ingurgiter le maximum d'informations pour pouvoir être derrière, potentiellement, faire ce qu'on appelle du use case big data et traiter ces données. On va avoir aussi la notion de microservices et d'API gateway. Donc là, c'est de commencer à mettre tous les petits connecteurs qui vont permettre justement de façader toutes ces données et les rendre disponibles pour justement être consommées via ces streaming data platforms. Pour pouvoir porter tout ça,
on a besoin de cloud computing. On a besoin de services d'intégration managés. Effectivement, hein, tout ce que nous proposent les opérateurs du cloud, AWS, Azure Service Bus, AWS SQS, SNS, les Google Cloud Pub Sub et ainsi de suite, qui sont finalement des implémentations de solutions. Alors derrière ces services, il y a très généralement des solutions open source à la Kafka, et les briques que j'ai évoquées avant sont celles qui sont utilisées par les opérateurs du cloud. C'est pour ça que j'en parle. La nature, c'est de ces services en cloud computing, c'est d'offrir la capacité d'échange synchrone, asynchrone, à l'échelle la plus grande possible, à l'échelle du cloud. Alors, les défis spécifiques au big data. Quand on parle de big data, on parle de l'extrême scalabilité, c'est-à-dire pour être dans cette capacité d'ingurgitation massive, d'ingestion massive, il va falloir effectivement des systèmes qui sont hautement scalables, qui vont réduire la latence au maximum, qui vont garantir le plus possible la cohérence des données, et qui vont garantir aussi une sécurité des données en montant à l'échelle, en allant vers le plus gros volume possible de données. Et les enjeux de gouvernance de données, hein, donc tout ce qui va être catalogage, lignage, conformité. Alors, on a dit qu'on allait un peu conclure en parlant des réponses open source. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc par exemple, dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, on a Postgres, on a MariaDB, on a Apache Derby. Dans les API Gateway, on a Envoy, on a Kong, on a API6. Dans tout ce qui va être par données cubiques, OLAP, on va avoir DuckDB, Druid. Dans le Big Data, on va avoir Spark, Apache Hadoop, Flink, Storm. Dans tout ce qui va être MOM et EventStream, on va avoir Kafka, Cupid, RabbitMQ. Dans tout ce qui va être ETL, Extract Transform and Load, on va avoir Apache Nifi, Talaxy, Apache Airflow, Beam. Dans le NoSQL, on a Redis, on a CouchDB, MongoDB, RangoDB, Apache HBase, Apache Cassandra. Et puis dans la partie MFT, on a Apache Camel, Warp, OpenSSH, hein, qui va effectivement permettre de faire ce genre de choses. Pas tout seul, il va peut-être pas avoir le M de MFT. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que effectivement, Apache est omniprésent. Ce que produit la fondation Apache, en partant depuis le XML et la structuration des données, maintenant ils sont présents sur toutes les dimensions de la gestion des données. Donc toutes les boîtes rouges, ce sont des produits logiciels open source qui sont fabriqués par l'Apache Foundation. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il n'existe pas de technologie propriétaire qui n'intègre pas tout ou partie de ces technologies. Donc quand j'ai dit dans plein de vidéos que l'open source était partout, l'open source des data, là on est dans le royaume de l'Apache Foundation. Alors, les défis actuels associés aux données. Donc les défis techniques pour commencer. Gérer de l'infrastructure et des flux. Donc ça veut dire gérer des infrastructures big data, mise en place et maintenance de clusters distribués Hadoop Spark. C'est extrêmement compliqué et effectivement c'est un enjeu important. Alors souvent on voit effectivement plus l'entreprise est proche de l'IT, plus elle va potentiellement déployer ses propres infrastructures, mais dans la majorité des cas elle va utiliser des services cloud et on voit effectivement qu'une grosse partie de la valeur des providers, des cloud service providers va être autour de ces services big data IA maintenant, parce qu'effectivement c'est compliqué à mettre en place, c'est extrêmement consommateur d'énergie, de compute, de stockage et ainsi de suite, donc effectivement il mieux vaut effectivement mutualiser l'effort pour mettre en place ces infrastructures, et c'est là où se positionnent les CSP. L'intégration des données, donc les ETL, les ELT, donc développer et maintenir des pipelines complexes pour extraire, transformer et charger de la donnée. Donc là, effectivement, maintenant, on l'a vu, il y a cette notion de presque temps réel dans la capacité de transformation des données. La gestion des bases de données. Donc là, maintenant, effectivement, on est dans un monde où il y a une grosse diversité de principes de bases de données. Et dans le NoSQL, il y a encore plus de diversité. Le SQL, c'est le monde du relationnel. Le NoSQL, c'est le monde de la diversité. On a des bases clés-valeurs, on a des bases graphes, on a des bases de tout type de format, des bases documents et ainsi de suite. Parce qu'effectivement, plus ça va, plus les données sont devenues différentes en termes de structuration et donc nécessitent des systèmes différents pour être traités.
Le traitement temps réel, c'est peut-être, là on s'approche de ma conclusion, mais effectivement, l'enjeu de traitement des données, c'est un enjeu temporel. C'est un enjeu de pouvoir traiter le plus de données possible dans des conditions de sécurité, de fiabilité la plus grande possible, mais surtout dans le délai le plus court. Pourquoi? Parce que plus une donnée vieillit, plus elle perd de valeur. Et qu'effectivement, pour que cette donnée conserve toute sa valeur, alors c'est pas le cas de toutes les données, hein. Effectivement, quand on parle de sécurité de la donnée informatique, on adapte la sécurité à... C'est comme une porte de maison. En fait, plus vous allez mettre de temps pour casser la porte, plus la sécurité est bonne. Mais il n'existe pas de porte inviolable. Avec les données, c'est exactement la même chose. Il faut que le temps nécessaire à la capture de cette donnée soit le plus long possible vis-à-vis de la durée de vie financière, économique de cette donnée. L'archivage et la rétention. On est rentré dans une ère où le volume total d'informations est devenu pharaonique. Et quand je dis pharaonique, c'est parce qu'en fait je ne le connais pas, mais je préfère ne pas le connaître. Et quand on voit les enjeux énergétiques, environnementaux nécessaires au maintien, rien qu'au maintien de la donnée, qui est déjà existante, et quand on voit le nombre de données qui sont produites par jour, effectivement ces enjeux d'archivage sont extrêmement complexes et très coûteux et énergivores. Il y a quelque chose qui est intéressant quand même là-dedans, c'est de voir aussi que dans les modèles économiques des services cloud, des cloud service providers, il y a eu plusieurs choses qui leur ont permis de vraiment dégager de l'argent et de faire des chiffres d'affaires intéressants. La première, ça a été l'ambiguïté sur le as a service et le consommation à l'usage, c'est-à-dire être capable de déterminer réellement ce qu'on va utiliser, et quand on a des systèmes élastiques, donc des systèmes orchestrés élastiques, savoir exactement combien ça va coûter, ça devient extrêmement difficile. Mais après, on a la notion justement autour du stockage des données, et c'est là où je voulais en venir, la notion de glaciation des données. Tous les cloud service providers fournissent des systèmes de stockage objet ou des stockages cloud pour le coup, et ces systèmes ont plusieurs niveaux de tarification en fonction du niveau de rapidité d'accès à l'information, ce qu'on appelle la glaciation. Et là, c'est l'un des gros pièges des CSP, de savoir bien déterminer exactement quel va être le bon ratio, le bon compromis de glaciation qu'on doit avoir. On n'y arrive jamais. Alors, les défis actuels associés aux données, c'est aussi des défis organisationnels et stratégiques. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Le manque de compétences. Plus la donnée est complexe, plus la compétence devient complexe aussi. Et donc la difficulté à recruter des data scientists, des data engineers, des data stewards, tous les métiers qui sont devenus très spécifiques au traitement de la donnée, bah c'est compliqué parce que c'est des métiers qui demandent des compétences assez raffinées pour le coup. La culture d'entreprise, établir une culture axée sur la donnée. Alors ça marche dans les entreprises de l'IT parce qu'on la comprend vite, mais quelque part c'est nécessaire dans presque toutes les entreprises maintenant. L'alignement business IT, être capable de bien mettre en correspondance ces enjeux en termes de business et quels investissements on a à faire en termes d'IT et comment on va traiter l'investissement en IT, ça devient extrêmement compliqué parce qu'on ne maîtrise pas très bien l'évolution des données qu'on va avoir à traiter. L'éthique des données. Ah, l'éthique des données, c'est un énorme problème. Et on a vu, hein, les réponses avec la RGPD, par exemple, n'étaient pas forcément les meilleures, les plus raffinées. Donc effectivement, c'est un vrai grave problème. Parce qu'effectivement, je l'ai dit au début, mais c'est quand même extrêmement important de se dire que le traitement illicite de la donnée, l'utilisation illicite de la donnée, ça provoque pas que des défaillances techniques, ça provoque des défaillances sociétales, ça provoque des défaillances économiques, et ça provoque des défaillances humaines. Et ça pousse potentiellement jusqu'aux pires extrémités. La propriété des données, c'est connexe avec ce que je viens de dire. Clarifier qui est le responsable de quelles données et comment elles sont utilisées. Et effectivement, hein, les abus, le spam, les abus téléphoniques et ainsi de suite. Je plaisantais dans ma vidéo sur ce sujet, mais disons que c'est quand même très compliqué. Je donne ma donnée à une société et elle l'utilise, et il y a quelqu'un qui m'appelle pour venir me harceler parce que il a réussi à obtenir une donnée qu'il a achetée à une société à qui je l'ai donnée de toute bonne foi. C'est un énorme problème. Donc les risques et les enjeux.
si on essaye de donner une vue d'ensemble de tous ces risques et enjeux. Les enjeux réglementaires, donc la réglementation globale sur la protection des données et au-delà, donc la non-conformité aux lois, enjeu extrêmement compliqué, je viens d'en parler. Les enjeux de sécurité, qui sont finalement un peu liés avec la confidentialité de ces données, la valeur intrinsèque de la donnée. Donc une fuite de données, ça peut couler une entreprise. Une cyberattaque, ça peut couler une entreprise. Et ça peut détruire des gens. Les enjeux de confidentialité, donc ça c'est ce que j'expliquais, hein, pour ceux qui en ont marre de se faire spammer, à un moment il y a une vraie responsabilité pour les entreprises au regard du traitement de la donnée. Les enjeux géopolitiques, et ça c'est quelque chose qui est nouveau, hein, la sensibilité sur les enjeux de souveraineté des données, la notion de Secnum Cloud, la notion de souveraineté globale du traitement de l'information, la régulation des enjeux des transferts transfrontaliers, c'est quelque chose qui est assez récent, mais assez récent, qui maintenant devient de pris en compte de façon globale, depuis finalement peu de temps, mais c'est extrêmement important. Et quand on voit l'instabilité géopolitique de la planète actuellement, oui, c'est extrêmement important. Les enjeux financiers, évidemment, hein, quand on a vu tout ce que j'ai dit avant, il ne peut y avoir que les enjeux financiers. Les enjeux réputationnels, pareil, perdre des données de ses clients, c'est dramatique. Quand je dis que ça peut couler une boîte, c'est aussi par rapport aux enjeux réputationnels. Et puis les enjeux opérationnels, hein, comment bien faire fonctionner une entreprise si on ne sait pas gérer correctement les données de cette entreprise, c'est extrêmement problématique. Donc voilà, là on a essayé de dresser un petit peu le tableau noir, quoi, hein. C'est ce qui est, tout ce qu'il va falloir bien contrôler pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées. Et alors, et pour le futur? Pour le futur, on va encore plus vers les microservices, vers le serverless, vers les architectures orientées événements, hein, les event-driven architecture. Multiplication des points d'intégration et les dépendances. Le problème, ça va être d'être de l'observabilité sur tous ces échanges, de la gestion des erreurs, de la traçabilité de ce qui va se passer dessus. Plus on distribue, plus c'est compliqué de bien maîtriser ce qui se passe. La sécurité avancée. Donc effectivement, la menace, elle ne fera que augmenter parce que de plus en plus de données circulent dans les réseaux et ces données ont encore plus de valeur. Donc là, il va falloir effectivement en plus aller mettre en place des techniques de chiffrement qui permettent de garantir que celui qui chiffre la donnée et qui la fait circuler ne peut pas l'utiliser. Donc là, les enjeux réglementaires, le chiffrement homomorphe, mettre en place du zéro trust. Chaque application ne peut pas faire confiance à l'application qui est en face, au réseau dans lequel elle interagit avec l'application qui est en face, mais aussi quelque part, elle ne peut pas faire confiance à l'application qui est en face parce qu'elle peut être corrompue. La gestion des secrets à grande échelle, donc tout ce qui va être la façon de faire de l'extrême non-répudiation. On a les équilibres entre synchrone et asynchrone, hein, bien choisir au bon endroit ce qui va être le plus pertinent en termes d'architecture. Et je parle de pertinence globale, hein, y compris sur la virtuosité environnementale. De plus en plus d'architecture événementielle pour le découplage et la scalabilité. L'enjeu de découplage, ça a toujours, et ce sera toujours un enjeu global de l'informatique et fondamental de l'informatique. L'intégration de l'IA et du machine learning. Donc, évidemment, vous le savez maintenant, on ne peut plus compter sans l'intelligence artificielle et on va de plus en plus vers de l'automation, du traitement automatisé, de la détection globale d'anomalies comportementales par l'intelligence artificielle. L'IA va être omniprésente, à la fois dans les bases de données, en requêtage, dans la construction automatique de business logique. Il va y avoir énormément de cas où l'intelligence artificielle va être intrinsèquement liée au traitement de la donnée. C'est déjà le cas. Une intelligence artificielle, un LLM, son poids, c'est de la donnée. C'est du token, c'est de la donnée. L'edge computing et l'Internet des objets. Donc effectivement, là on va vers une démocratisation du machine-to-machine, de l'Internet des objets, et on a déjà énormément de données, mais avec la démocratisation de ce genre de choses, cette fois-ci les données, ça va être un torrent de données absolument intarissable. Les solutions, donc, c'est réduire les poids des protocoles, faire des protocoles plus légers. C'est aussi pour ça qu'on est sorti de ces approches XML pour aller de plus en plus vers une donnée qui est la plus légère possible à transporter, sans pour autant faire de compromis sur la sécurité.
savoir où on met la sécurité pour traiter la donnée. Est-ce qu'elle doit être dans la structuration de la donnée elle-même ou sur les moyens de la faire circuler et de la traiter? C'est les défis qu'on vient d'évoquer hein, dans cette vidéo. Donc là, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Je vais enfin conclure, j'ai encore fait une grosse vidéo, mais vous ne... C'était évident, on ne peut pas traiter de la donnée informatique comme ça très rapidement. Forcément, on était obligé de faire ce passage stockage, traitement, valorisation, et puis enfin la projection dans les technologies et dans les approches futures. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Évidemment, une évolution constante, c'est ce que je viens de dire en substance. L'histoire des échanges de données, elle n'a fait que augmenter en besoin d'interopérabilité, en complexité, en enjeu de fiabilité, en sécurité, scalabilité. On est passé d'échanges presque spécifiques entre deux systèmes informatiques sur deux ordinateurs à un maillage extrêmement dense et complexe de systèmes informatiques très hétérogènes, et avec l'IoT, ça va aller encore plus loin, extrêmement distribuées, des architectures extrêmement complexes qui sont faites pour traiter massivement ces défis de données. Le futur, c'est l'intelligence artificielle, et elle sera présente partout, dans les enjeux d'automatisation, d'observabilité, de sécurité et de contrôle de cette sécurité, d'équilibre, de recherche d'optimisation entre les différents paradigmes synchrones, asynchrones, pour répondre aux besoins métiers. Et enfin, les échanges de données, c'est pas qu'une question technique, vous l'avez compris, c'est surtout pas qu'une question technique. Derrière, il y a des hommes, derrière, il y a des systèmes politiques, géopolitiques, économiques, des entreprises, il y a des individus, et ne pas traiter correctement la donnée qui est sous notre responsabilité en tant qu'entreprise, c'est un grave manquement éthique, sociétal, environnemental, et en gros, c'est un acte extrêmement grave pour notre société et pour la société future. Donc je vous remercie, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et j'espère vous revoir rapidement sur Ultra Green. Abonnez-vous.